Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Est-ce l'agression de trop? Le petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé devant la boutique familiale à Amiens à la suite de l'interview d'Emmanuel Macron lundi. Les 3 des 8 agresseurs sont sortis libres de garde à vue et ils se sont exprimés au micro d'RMC. Je voudrais qu'on les écoute. Après, oui, on est arrivé là, oui, logique, parce qu'il faut que le peuple nous entende. Après, on est les seuls à être dehors. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dehors sur Amiens. Il faut faire un mai 68. À un moment ou l'autre, c'est tout. On ne peut pas rester comme ça. Surtout avec un président qui ne nous écoute pas. C'est pas parce qu'Aïe, c'est le neveu de Brigitte, Aïe, il faut le défendre. Non, à un moment ou l'autre, c'est bon, on vit dans une drôle de France. À un moment ou l'autre, il faut se réveiller. Un document RMC que vous venez d'entendre. Bah oui, c'est logique, dit l'un d'eux. Aucun regret exprimé. Ils assument. Oui, manifestement, c'est une bande-son sidérante parce que, évidemment, elle témoigne de tout ce qui est en train de nous arriver. Il n'y a pas de médiation. Ce ne sont pas des personnes qui indiquent s'être engagées dans un parti, un syndicat, se réclamer d'un collectif quelconque. Elle s'estime, d'ailleurs, le disant elle-même, elle s'estime peu nombreuse, seule dans les rues. Donc il n'y a même pas l'argument d'une espèce de majorité dormante ou potentielle. Elles estiment, ça a été dit là aussi, que le président ne les écoute pas. Alors c'est une espèce de plainte individuelle du fait que le président ne les écoute pas. Il y a quelque chose qui est dehors du non-sens dans ce qui est dit ici. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette idée de s'en prendre à une personne proche de l'épouse du président pour toucher le président. Et je trouve que dans tout ce qui a été dit, c'est peut-être ce qui n'a pas été aperçu. C'est-à-dire que nous ne sommes même plus maintenant dans une violence politique au sens où on s'en prend... Parce qu'on va revenir sur les violences contre les élus, voilà. sur les violences contre les ministres, éventuellement. Aucune violence politique, évidemment, chacun le sait, chacun le comprend, chacun le dit, n'est acceptable. Parce que c'est le début d'une confrontation généralisée. Mais là, nous avons franchi une étape parce qu'on s'en prend physiquement. C'est une scène de lynchage. Moi, ce que j'ai lu, je m'en remets aux journalistes. Je ne suis pas journaliste. Mais le témoignage, y compris de la famille, du père, on va l'entendre, disent effectivement... C'est une scène de lynchage. On a bien, là, on retrouve bien, moi c'est une de mes marottes comme chercheur, on retrouve bien les scènes de foule meurtrière, si souvent décrite au 19e siècle et bien sûr au 20e siècle. C'est très préoccupant de ce point de vue-là parce que ce sont des scènes extrêmement classiques. On connaît bien cette forme de violence collective. Mais ce qui me frappe, moi, c'est le fait de s'en prendre à une personne au motif qu'elle appartient à un groupe, à une catégorie. C'est pas un responsable politique, Jean-Baptiste Trogneux. Il n'a pas de mandat. Il a peut-être dit ce qu'il pensait de la réforme de retraite. On s'en prend à la famille. J'en sais rien. On s'en prend à une personne qui est supposée avoir des liens avec un adversaire politique. Et des liens qui ne sont pas politiques. Ouais. Il n'y est pour rien, c'est-à-dire qu'il n'est que, là pas par hasard, mais il n'est que le petit-neveu de Brigitte Macron. Il y a le nom de Brigitte Macron sur la boutique. C'est la boutique Trogneux, qui est un chocolatier à Amiens, qui dit d'ailleurs, et je voudrais qu'on puisse écouter le père de celui qui a été agressé, qui dit que ça n'arrive pas soudain. Il y a eu une montée de violence, d'agression, de menaces qu'ils ont reçues. En fin de compte, c'est un point d'orgue depuis 6 ans. Dès le début des élections, on a eu différents boycotts, des gens qui ont refusé d'acheter des chocolats et des macarons chez nous parce qu'ils étaient persuadés que l'argent allait dans la poche du président. Puis on a eu quelques insultes un peu plus poussées, voire des crottes de chiens arrivées par le courrier, des papiers marqués boum. Il y a quelques semaines, on a eu le magasin de Lille, la rue Escarmoise, dont toutes les vitrines ont été explosées au pavé. Et là, on arrive à un point d'orgue, à s'en prendre physiquement à mon fils, au sang de mon sang. C'est que là, on a frôlé la catastrophe. Vraiment, on a poussé le bouchon trop loin et c'est inadmissible et intolérable. Vous dites, au fond, on renoue avec une violence que j'ai vue, vous qui êtes à la fois politologue mais aussi historien de ce point de vue-là. C'est pas nouveau, mais ça fait bien longtemps que ça n'existait plus. Non, ça fait longtemps que ça n'existait plus. Et c'est très, très
connu, très clairement identifié dans notre histoire de longue durée, mais plus encore depuis le XIXe siècle. Ce sont vraiment des scènes que l'on pensait oubliées ou disparues. Dans ce qui est dit par le père de Jean-Baptiste Trogneux à l'instant, moi je note, j'avais d'ailleurs relevé ça dans une déclaration antérieure, je note la graduation, le boycott, insultes, crachats, les poubelles qui ont été jetées, ça s'était pas dit, mais c'est ce qui s'est passé hier contre la vitrine du magasin. Et puis l'agression, on pourrait détailler encore cette montée. C'est un crescendo. Un crescendo, et la prochaine étape, c'est la mort de quelqu'un. C'est inévitable, ça fait un moment que je redoute ça, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et je le redis, j'espère pouvoir l'exprimer clairement, je le redis, c'est une personne qui n'a pas de mandat politique, non pas que ce soit acceptable si on a un mandat d'être agressé physiquement, mais c'est encore autre chose que d'agresser quelqu'un qui a un lien avec une personne, qui a une responsabilité politique. Mais quand vous ça dites signifie, Apolline de Malherbe, ça signifie que l'on commence à s'en prendre physiquement à des personnes en raison de leur appartenance à un groupe. Nous allons vers ça. C'est le point qui m'a frappé, moi, dans cette affaire. En raison de leur identité. Identité, alors ça va être autre chose, ça va être religion, ça va être origine, ça va être... il paraît qu'il a des opinions qui sont comme ceci, ou il est lié à... ou elle est liée à tel ou tel type de croyance. On se détache, là, de la mécanique, je dirais, à laquelle, malheureusement, depuis quelques années, on a commencé à s'habituer, c'est-à-dire la violence en politique contre des élus, contre des ministres, contre des institutions. On l'a beaucoup vu, hein, incendier des mairies, défoncer des portes de ministères. Tout ça est passé, tout ça a eu lieu. Et il n'y a jamais, vous le remarquez, Apolline de Malherbe, il n'y a jamais de marche arrière. Ça naît à chaque fois, et c'est vraiment ce que vous décrivez aussi, y compris dans les mots, on l'entend, du père de Jean-Baptiste Trogneux. C'est effectivement crescendo, c'est une montée progressive comme un escalier que l'on ne fait que monter, mais jamais redescendre. Dominique Régnier, dans le contexte immédiat récent, les références, vous le disiez, au 19e siècle, les références à la Révolution. Je pense à deux moments récents. Il y a eu cette manifestation avec ce slogan « Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer ». Écoutons. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Alors ce matin, je recevais Raquel Garrido de la France Insoumise qui disait oui, mais ça n'est que de l'ordre du symbolique. Non. Ça, c'est un discours absolument insupportable auquel il faut vraiment mettre un terme. Là, nous avons un élu. C'est un élu du conseil régional de Seine-Saint-Denis, si je ne me qui trompe. était présent, Christophe Prudhomme, qui était présent, en effet, un élu, la France Insoumise, qui était présent à cette manifestation et qui reconnaît avoir lui-même scandé ses slogans. Absolument. Donc, on ne peut pas dire que lorsqu'on a un élu qui, dans une chanson de groupe, évoque la décapitation possible du président de la République, c'est un charivari. Non. Dire cela, c'est précisément commencer à préparer le passage à l'acte. De la même façon, on s'en souvient tous, lorsque Thomas Porte, le député LFI, a posé son pied sur un ballon de foot avec, sur le ballon, l'effigie du ministre Olivier Dussopt, le ballon, c'est évidemment la tête qui a été détachée du corps, ne racontons pas d'histoire. Le thème de la décapitation est rémanent. Les effigies de Pantin, de présidents, premiers ministres, députés, que sais-je, qui ont été brûlés, qui ont été pendus etc. symboliquement. Ce ne sont pas des actes qui ne sont considérables que comme des actes symboliques. C'est impossible de dire cela. Et je regrette d'ailleurs d'avoir observé dans des débats à la télévision ou ailleurs, je vois des collègues, des universitaires qui défendent cette thèse. C'est rien, c'est une habitude, c'est une espèce de folklore manifestant. Ce serait même plus qu'un folklore, une forme de catharsis. C'est-à-dire, ils préfèrent, et Raquel Garrido défendait cette thèse ce matin sur AMC, l'idée de dire, au fond, ça permet, dans un sens, d'évacuer la violence sur un pantin, sur un homme de paille, pour ne pas avoir précisément à la mener réellement. Eh bien, on sait maintenant que ça marche pas.
puisque on sait maintenant que ça conduit à la violence, la vraie violence, celle qui fait qu'un homme dont je ne sais rien, moi, sinon qu'il est commerçant, qu'il a un lien avec la femme du chef de l'État, d'un élu, mais du chef de l'État, a été confronté à une meute qui, possiblement, était portée sur le lynchage. Donc ça ne marche pas. En réalité, ça dépend du contexte. Dans le contexte historique dans lequel nous sommes, c'est-à-dire d'effondrement des systèmes de représentation, à la fois politique, par la crise que nous voyons, médiatique, par la transformation en profondeur du système médiatique et notamment les effets des plateformes et des réseaux sociaux, je défends la thèse selon laquelle, je le dis au passage parce que ça compte beaucoup, le retour de la foule et de cette foule dangereuse est une des conséquences de cette numérisation. La foule, c'est cette idée que lorsque des individus qui isolément ne seraient pas violents se retrouvent pris dans un mouvement de foule, alors c'est une forme de déchaînement de violence. C'est la psychologie des foules. La psychologie des foules a été une interprétation de ces phénomènes collectifs qui sont... Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, pour vous, sont un moteur de ça, sont un des outils? Oui, parce que nous avions depuis, pour simplifier, mais depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'invention des grandes lois sur la presse, les médias, etc., de la Troisième République, nous avions un système dans lequel c'était plutôt le lecteur qui était institué. Là, par les réseaux sociaux, c'est l'acteur immédiat qui peut aller dans la rue, former un groupe et s'en prendre en effet à un commerçant. Il y a eu aussi la question de à qui la faute. Et il y a chez les politiques une condamnation, mais pour certains, condamnation oui. Mais qui a commencé? C'est pas de ma faute, c'est lui qui a commencé, ou bien c'est lui qui a commencé. Les mots, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, qui dit « Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et d'agression raciste contre des insoumis me somment de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier Trogneux. Je lui exprime ma compassion, je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés, sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. » Bon, ça m'a frappé parce que Jean-Luc Mélenchon a raté complètement la déclaration qu'il devait faire dans cette affaire, dans cette situation. Il rechigne. À condamner et puis, clairement ou nettement ou sans tourner autour du pot, quoi. Voilà, on voit bien qu'il rate, il peut pas dire... c'est au minimum ambigu, quoi. C'est une honte, mais c'est pas simplement, on lui demande pas simplement d'exprimer sa compassion. Ça, c'est quelque chose que, au fond, on peut comprendre qu'il y ait de la compassion, évidemment, pour cet homme agressé et sa famille qui a dû être terrorisée. Mais on ne lui demande pas ça en tant que responsable politique, il peut le dire, mais on lui demande d'abord de nous expliquer pourquoi ça se produit et qu'est-ce que ça signifie. Il n'y a pas une telle violence sans qu'on pose la question du rôle de certains élus, y compris et en particulier LFI, qui n'agit pas comme un groupe d'élus depuis 2022. Ça n'est pas vrai. C'est un groupe d'agitateurs. Ils ne sont pas parlementaires. Ils utilisent leur fonction parlementaire pour déployer un militantisme d'agitation. Il faut tout conflictualiser. Je cite en disant cela. C'est une stratégie, c'est une stratégie tout à fait assumée. Je cite verbatim Jean-Luc Mélenchon. Quand vous êtes sans cesse dans le happening, quand on appelle, et j'y ajoute cet élément qui sera peut-être considéré comme irrecevable, le fait d'avoir, y compris au sein de la LFI, systématisé les tentatives de blocage de lycées et d'universités pendant les mouvements contre la réforme des retraites. C'était les appels au blocage des lycées de Louis Boyard, par exemple. Eh bien, le blocage, c'est déjà de la violence. C'est déjà... J'ai vu des étudiants qui ne pouvaient pas aller en cours. Vous êtes professeur, parce que des étudiants, quelques étudiants d'ailleurs, ne voulaient pas que d'autres travaillent quand eux avaient décidé de ne pas travailler. C'est déjà de la violence, c'est déjà illégal, c'est déjà toléré. Ça ne devrait pas l'être. Mais Dominique Régnier, à cela, des élus, et notamment la France Insoumise, puisque vous en parlez, disent oui, mais il y a une forme de violence à ne pas écouter l'autre. Il y a une forme de violence à ne pas avoir répondu à la lettre des syndicats qui demandaient très poliment à Emmanuel Macron d'être reçu. Il y a une forme de violence à ne pas tenir compte des millions de manifestants qui, semaine après semaine, ont manifesté. Le sentiment de ne pas être entendu. Est-ce que ça, c'est pas aussi quand même un des ressorts de cette crise, le sentiment de n'avoir pas d'issue? Juste sur les faits, moi j'ai regardé de près.
je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de manifestants, mais je rappelle que c'est 780 000 manifestants en moyenne par manifestation. C'est honorable, mais il n'y a pas de quoi donner le sentiment qu'il y a eu un puissant mouvement dans la France et de niveau historique. Ce n'est pas du tout le cas, je le dis au passage. Ensuite, c'est tout à fait insupportable, intellectuellement, de voir cette espèce d'usage maintenant commun d'une pseudo-sociologie qui considère que ne pas être écouté, c'est déjà violent, et que donc ça justifie la violence. C'est insensé du point de vue intellectuel. Ne pas être écouté, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su énoncer soi-même les raisons d'être écouté, c'est peut-être parce qu'on a été mal écouté. Mais le 49.3, Dominique. Eh bien, le 49.3, il est constitutionnel. Je dirais, oui, non, mais il est constitutionnel, évidemment, il est dans la Constitution. Ce n'est pas une violation de la Constitution. Mais tout de même, est-ce que ça... Alors là, évidemment, ça ne justifie en rien. Mais quand on entend la question d'un blocage du pays, du sentiment, en tout cas, de blocage, du sentiment de non-alternative au pouvoir en place, est-ce que ça, vous ne l'entendez pas? On va pas reprocher aux élus et au gouvernement l'absence de majorité alternative. S'il y a 150 députés LFI et de gauche en général qui ne formeront donc pas une majorité, même quand ils s'associent avec le RN, ils n'y arrivent pas. C'était la motion de censure. Même avec des députés LR, ils n'y arrivent pas. Quand il y a cette incapacité des oppositions à faire tomber un gouvernement, c'est à ces oppositions de s'en prendre à elles-mêmes. On ne peut pas quand même considérer qu'il y a une violence de quelqu'un au fait que les oppositions sont incapables de faire une majorité. Est-ce que vous pouvez entendre, Dominique Régnier, que ça puisse susciter, notamment chez les manifestants, là pour le coup je ne parle pas des élus, mais les manifestants qui semaine après semaine manifestent, et ça génère chez eux une forme de frustration à se dire voilà, on manifeste, mais en fait on se heurte à un mur, il n'y aura même pas de vote? On peut tout à fait s'engager dans un combat, un conflit social, un combat politique. Dans une démocratie, on peut le gagner, on peut le perdre. Lorsqu'on le perd, eh bien, on espère pouvoir le gagner une fois suivante. Mais si vous dites « je n'accepte plus de perdre les combats que je mène parce que ma majorité n'est pas élue, donc je récuse la majorité en place », on entend ça aussi, le pouvoir n'est pas légitime, l'abstention est importante. Attention, tout se délite là. Hein. Si nous n'acceptons plus de ne pas avoir gain de cause, et si nous considérons que c'est un fait de violence que de ne pas avoir gain de cause, alors livrons la société au pur rapport de force. Et ceux qui aujourd'hui imaginent que la scène était amusante, que telle bousculade, au fond, c'était pas volé pour un élu ou pour un simple citoyen qui se trouve molesté, ne savent pas que ce sont eux les prochains. C'est ça qui me frappe et qui m'inquiète beaucoup, parce que nous avons désormais, avec cet événement, s'il est un précédent, nous sommes passés du côté de l'agression de ceux qui n'ont pas de mandat politique. Donc nous sommes passés au monde commun. Dominique Régnier, il y a une semaine la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Il a démissionné après avoir été physiquement agressé, c'est-à-dire que sa maison a été brûlée, il était dedans, il s'en est réchappé de peu, sa voiture a été incendiée et il a été menacé de mort. Il dit avoir démissionné aussi parce que sa femme, parce que ses filles lui ont dit que c'était trop. Il quitte carrément sa commune, il ferme son cabinet de médecin, il lâche l'affaire, il jette l'éponge. Est-ce que ça aussi, c'est le signe d'un basculement? Les élus n'osent plus même continuer à être élus. C'est tout à fait dans la même lignée. Et comme vous le disiez tout à l'heure, hélas, ça fait maintenant quelques années que nous commentons les agressions d'élus. Là, vous citez un cas supplémentaire, un de plus, où, au fond, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des citoyens, il y a des militants, parfois ce sont des militants, parfois ce ne sont pas des militants, on ne sait pas toujours. Hein. Pour hier, par exemple, je ne sais pas s'il y avait des militants parmi les agresseurs. Eh bien, qui considèrent que, au fond, la puissance publique n'est plus capable. Ça n'est plus elle qui va régler un problème. Ça n'est plus à elle qu'il faut s'adresser. Soit elle ne vous écoute pas et donc elle fait violence, soit elle n'accepte pas de reconnaître vos préoccupations comme des préoccupations recevables. Comment on sort de cette crise ? Je pense qu'une telle crise appelle très rapidement une restauration des fondamentaux. Il y a des autorités dans ce pays, elles reposent dans l'action légitime, dans l'usage légitime de leur pouvoir, elles reposent sur la souveraineté électorale qui s'est exprimée. On ne peut pas reprocher aux Français de ne pas avoir donné une majorité absolue, ni de ne pas avoir donné une majorité aux oppositions. Ils l'ont voulu ainsi. Et donc nous avons des institutions qui doivent reprendre la main. Je trouve, pour vous donner une réponse plus précise, que sur le plan pénal, nous ne sommes pas assez répressifs.
il faudrait être beaucoup plus sévère. Appliquer la loi, qui probablement est sévère, mais nous ne l'appliquons pas suffisamment, manifestement, que ce soit dans les cas d'agression d'élus, que ce soit dans les cas de destruction de biens lors des manifestations, les Black Blocs dont on n'a pas parlé, mais qui font aussi partie. Il y a en général finalement beaucoup d'interpellations, très peu finalement sont. Ça n'est pas possible parce que le message est très clair. Il n'y a plus d'institutions capables de nous écouter, capables de nous répondre, ni capables de régler nos problèmes, ni capables de nous sanctionner. Donc c'est une sorte de grand relâchement dont moi je crains le pire. Et d'autant plus que, encore une fois, c'est l'affaire d'Amiens. Il signifie désormais que quiconque dans la rue peut être pris à partie et molesté parce qu'il sera supposé en lien avec une forme d'adversité. Et on entend votre inquiétude. Donc Dominique Régnier, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous qui êtes directeur de la Fondation pour l'innovation politique, et on apprend à l'instant que Matignon demande au préfet de Loire-Atlantique de ne pas accepter la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Ça fera bien sûr réagir. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.